Bonjour amis internautes de Esaü Télévision, c'est un réel plaisir de vous recevoir encore une fois et de vous retrouver dans notre émission Nansouba Week de ce samedi. Alors dans la charpente de cette émission aujourd'hui, dans Bédi, nous découvrons pour vous un artisan pas comme les autres. Lui, il transforme, on le fait en objet d'art. Dans la rubrique Grogne matinale, Adam Bachirou est déjà dans nos locaux. Il parle particulièrement aujourd'hui des avancées du projet asphaltage dans la cité de Koborou et fait quelques propositions. Fierté béninoise, Bassinde Suleiman nous parle aujourd'hui des rituels après le décès d'un roi en milieu bâtonneau. Et puis le zapping viendra nous donner un peu de souffle avant de revenir sur ce plateau pour le panel de discussion. Le sujet aujourd'hui, le phénomène de Bizi au Bénin et à Parakou en particulier, et quelles conséquences et à qui la faute. Le décor ainsi planté, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, on revient pour Nansouba Week proprement dit. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. De nouveau bonjour chers amis internautes de Esaü TV. Nous démarrons cette émission Nansouba Week de ce samedi 15 novembre 2025 avec la partie Bédi. Comme annoncé dans la charpente de l'émission, nous allons aujourd'hui à la découverte d'un jeune talentueux. Il est bénino-ivoirien et il transforme le fait en objet d'art. Mouidine Lawani et Sylvie Dedéou sont allés à sa découverte pour en savoir davantage. C'est dans Bédi. Internautes de Esaü Télévision, bonjour et bienvenue dans Bédi. Aujourd'hui, je vous embarque à la découverte d'un monsieur dont l'entreprise est nommée Mime Ferronnerie Bénin-Ivoire Soudu Modène. Il est spécialisé dans la fabrication de tout objet métallique, spécifiquement la fabrication des contrôleurs de riz, de sorgho, de tout type de céréales et également dans la fabrication des portes et des fenêtres. Il est situé tout juste dans la zone de la Miséricorde, en face de l'école franco-arabe nommée CPEG La Destinée. Allons à sa rencontre ensemble. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Ici c'est M. Idrissou Tamimou. Vous êtes spécialisé dans quel domaine? Je suis à la fabrication de portes rideaux et puis des fauteuils faits forgés et puis je fais des contrôleurs de soja et du riz. Comment on appelle ce que vous faites? C'est de la soudure, c'est ça? Oui, c'est la soudure à lac. Et vous êtes dans ce domaine il y a combien d'années? De 83 jusqu'à 2025. Environ 40 ans que M. Idrissou Tamimou travaille le fer.
Un travail qu'il a appris suite à une situation qui s'est imposée à lui. J'ai fait l'aventure en Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire, maintenant je suis allé. J'ai trouvé un atelier que je suis en train de travailler avec des gens. Maintenant, moi-même, quelqu'un est venu me commander une table de 6 sièges avec des feuilles comme ça. Et je n'arrive pas à faire. Maintenant, je suis obligé d'appeler quelqu'un d'autre. Comme j'ai négocié le marché, j'ai pris le marché dans ma main, je suis obligé d'appeler quelqu'un d'autre. J'ai négocié avec lui-même. Il m'a pris 25 000 francs. Et puis il me fait une table et 6 sièges. Bon, quand je lui ai donné le marché, il dit bon, comme moi-même je ne fais rien, je vais l'aider. J'ai commencé par l'aider jusqu'on a fait une semaine de travail. C'est là où j'ai vu maintenant comment il fabrique les feuilles, comment on dit, les feuilles d'herbe là. C'est là où j'ai vu ça. Bon, comme on a fini une semaine de travail, j'ai livré le travail là. Maintenant, moi-même j'ai commencé par fabriquer. C'est là où j'ai appris ça et j'ai commencé par fabriquer. Outre les problèmes de non-paiement des commandes par ses clients, sur le plan sanitaire, plusieurs sont les risques qu'il vit au quotidien. Des fois, là, ça nous coupe. Même tout de suite, la tôle là, ça m'a coupé ici. Le sang est coulé. Tout de suite là même. Il y a beaucoup de risques. Je suis en train de couper avec meule ou bien mêler quelque chose. Tu vas te mêler, tu vas te couper. Tout ça là, c'est meule là qui a fait ça. Il y a beaucoup de risques, mais on ne fait que gérer comme ça. Vous avez fait la Côte d'Ivoire, vous avez travaillé à Porto-Novo et à Parakou aussi. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur ce parcours-là que vous avez fait? Bon, sinon, dans notre apprentissage, en ce moment, c'est un peu difficile. Parce que c'est notre patron là-bas. Tout ce que tu vois, comme les matériaux ici, c'est mon patron, c'est noté dans une cahier. Tout ce que tu vois, marteau, s'il y a 5 marteaux, il y a 5 marteaux. S'il y a 5 tournevis, il note 5 tournevis. Vous savez, la caisse est surveillée tous les jours. C'est comme ça que nous, on a fait apprentissage. Mais actuellement, maintenant ici, là, à Parakou, partout même, apprenti même qui travaille, il y a un apprenti qui est venu même travailler avec moi ici. Il y a 2 bureaux, j'ai envoyé ça du Côte d'Ivoire, il a pris un dedans. Il a pris le bureau là pour partir. Je suis allé le voir, il bureau là, demain il va payer ça. Je lui ai dit ça. Et moi, je n'ai pas pris comme ça. Moi, je n'ai pas volé mon patron jusqu'à libérer. Une fois, j'ai fait, derrière lui, il y a quelqu'un qui est venu souder quelque chose, j'ai soudé. Il m'a donné 200 francs. Mais mes collègues, quand mon patron est venu, mes collègues ont parlé. Qu'il a fait bricole, il a 200 francs. Mon patron m'a appelé. Il dit de donner. J'ai pris les 200 francs, il dit de mettre sur la table. J'ai mis sur la table. Depuis ce moment, ce temps, jusqu'à aujourd'hui, même 5 francs, je n'ai pas pris, je n'ai pas volé mon patron avant jusqu'à il m'a libéré. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune qui veut se spécialiser dans la soudure moderne? Oui, le conseil vraiment, s'il y a un jeune qui veut travailler, il n'est qu'à se mettre dans le travail, c'est bon. Mais tôt ou tard, même s'il y a beaucoup de difficultés, quand tu finis l'apprentissage, c'est fini comme ça. Donc si Dieu t'a aidé, tu as trouvé un coin pour toi-même, tu vas t'enrichir aussi.
Esaü Télévision, vous venez de suivre le parcours de Mime en ferronnerie. Grâce à lui, nous avons constaté qu'il y a différentes sortes de soudures. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris auprès de lui, c'est que quelles que soient les difficultés, les déceptions, même quand vous tombez, relevez-vous toujours. Et c'est un exemple à suivre pour la jeunesse. Merci Mouidine. Merci beaucoup Sylvie, merci Mouidine Lawani, comme quoi avec beaucoup d'abnégation, de talent et surtout de beaucoup de volonté, on peut réaliser beaucoup de choses. Et ce jeune béninois-ivoirien nous l'a démontré à travers ce petit magazine. Cette fois-ci, on va enchaîner avec la grogne matinale de Adam Bachirou qui est déjà dans nos locaux. On fait une pause et on revient pour le déroulement de cette grogne matinale. Nous sommes dans la grogne matinale de Adam Bachirou, notre veilleur maison, qui fait de la veille citoyenne selon lui, même si le nom de la rubrique c'est la grogne matinale. Bonjour Adam Bachirou. Oui, bonjour cher ami. Ce matin, la pêche? Bon, ça va, on remercie Dieu. Et surtout qu'une fois de plus, nous sommes dans vos studios quand même pour dérouler notre veille citoyenne, dans la dynamique du développement de Parakou en particulier et du Bénin en général. Que nous aimons tant. Voilà, et comme très souvent, on parle de la voie, on parle de la route. Aujourd'hui, vous nous parlez du projet Alphatage qui a connu un avancement, un progrès dans la cité des Koubourou, et par la même occasion, vous nous faites des propositions. Oui, bien sûr, parce qu'au fur et à mesure que le projet avance, que nous suivons bien sûr, il va falloir que quand même nous puissions remercier les uns et les autres et dire ce qu'il reste à faire pour que vraiment Parakou puisse sortir gagnant de ce projet. Oui. Alors, je vous laisse le micro. Merci beaucoup, chers internautes à l'écoute et chères autorités. Le projet Alphatage, phase 2 à Parakou, prévu sur 14 km 300, mais finalement porté sur 15 km 200 environ, après la prise en compte bien sûr de la portion de la voie quittant la route inter-État 1 pour les quartiers Amaouyon, Dokbaro, Bawe, voie communément appelée voie Boni-Yahi. Permettez-nous, chers internautes, autorités à l'écoute des Esaü TV, de dire infiniment, je dis bien infiniment merci au président Patrice Talon, sans oublier le ministre du cadre de vie et autres concepteurs du projet Alphatage pour la prise en compte de cette doléance maintes fois répétée sur vos ondes. En effet, la prise en compte de cette portion de voie très dégradée donne une nouvelle dimension à cette route qui sera réalisée en double voie 2x2 jusqu'au rond-point Papini, pour ne pas dire jusqu'au PK0 de ce projet d'environ 52 milliards de francs CFA pour les 11 voies prises en compte dans ce projet à Parakou. Osons le dire, ne pas prendre en compte cette voie à Maouyon Dokbaro aurait été un manquement assez grave sur la visibilité du projet, quand on sait que la voie du développement passe par le développement de la voie. Mieux, on ne mange pas la voie, mais la voie fait manger. C'était pour vous citer, Monsieur le Président. Vous n'étiez pas obligé d'offrir ce bonus à Parakou, mais ce geste vous grandit et vous permet de rester fidèle à votre goût de belles infrastructures routières et autres, osons le dire. Nous soulignons au passage que la dégradation très avancée de cette voie de Amaouyon est due surtout de son utilisation à son temps lors de la construction de la traversée de Parakou en double voie 2x2 comme voie de déviation. Sa réhabilitation actée de bonne source est une très bonne nouvelle pour Parakou et sa population qui attendent vivement le août 2026 pour savourer la réception des 11 voies Alphatage made in Patrice Talon. Monsieur le Président, tant qu'il reste à faire, on doit redoubler d'efforts, dit-on, pour l'atteinte des défis confortatifs liés à la double voie 2x2 de Papini. Nous persistons avant de signer que la belle cité administrative, le camp militaire Séro-Kwera, la SRTB, le CHUD, l'Université de Parakou, etc., vous obligent à continuer, bien sûr, la voie après le rond-point Papini jusqu'au rond-point Biogera. Surtout que la belle cité administrative, avec sa nouvelle préfecture, la direction départementale sera bientôt, je dis bientôt, le cœur
et le poumon de toutes les activités politico-administratives de Parakou et du Baourou. Avoir les voies colmatées un peu partout dans ce milieu hautement sensible. Après la présentation, bien sûr, du duo Wadaï, Talata Parakou, opération de Parakou, ne nous agrée pas. Il va falloir que ces voies colmatées puissent dégager pour laisser place à quelque chose de plus beau. Une reprise des voies entourant la cité administrative, passant devant le stade, le camp, sans oublier bien sûr celle allant vers la radio Parakou, pour ne pas dire la SRTB, s'impose à vous, Monsieur le Président Patrice Talon, au nom de votre goût du luxe des infrastructures que nous constatons ailleurs dans le pays. Au nom de la prospérité bien partagée, vous avez encore à faire avant le 24 mai 2026, prévu pour la prochaine passation de service à la présidence de la République. En attendant que le prochain président continue naturellement les travaux pour un Bénin beau du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous ne serions finis ce matin. Ça, une fois de plus, dire merci. Merci et merci au président Patrice Talon et à tous les concepteurs du projet Alpha Taj phase 2 à Parakou pour les efforts déjà faits. Et sans oublier bien sûr pour ce qui reste à faire pour que vive Parakou dans sa diversité politique. Dieu bénisse le Bénin. C'était Adam Machero depuis le studio de Esaü TV Parakou. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup Adam Bachero pour cette belle veille citoyenne et on continue notre émission. Cette fois-ci nous sommes dans Fierté béninoise avec Souleymane Bassindé qui aujourd'hui nous renseigne sur les rituels à faire lorsqu'un roi Batonou décède. Nous allons sur Fierté béninoise avec Souleymane Bassindé. Quand le Batonou décède, donc le roi Batonou décède, d'abord il y a un dispositif qui est mis en place depuis la nuit des temps. Il est inhumé par les fossoyeurs, qu'on appelle en Batonou les Goasikobu. Les fossoyeurs, ce sont donc eux qui vont creuser la tombe et pouvoir envoyer la dépouille mortelle dans cette tombe-là. Donc ce sont des fossoyeurs. Quand le roi Batonou décède, dans la maison, il y a après lui forcément un aîné, c'est-à-dire un chef de famille, une personnalité, ou dans l'entourage, dans la concession. Donc ce sont les chefs de famille ou ses collaborateurs, entre griffes, ses ministres immédiats, qui sont les premiers à être informés. Il y a des chefs de clan, des chefs coutumiers. Donc c'est ces personnalités traditionnelles qui sont informées très rapidement. Après cette information, il n'y a que chez le roi, par exemple, le corps est donc... je ne dirais pas emballé, s'il s'agit d'une personne humaine, le corps est couvert d'un paille noir. Et en réalité, ce paille noir est donné par un parent qui peut être lointain, et très souvent lointain, pas un parent proche, mais un parent est connu comme tel, indiqué à le faire, qui envoie le paille noir, qui constitue le linceul, en quelque sorte. C'est un paille traditionnel noir qu'on utilise pour couvrir le corps du défunt. Le défunt est installé sur une natte traditionnelle bien sûr, sur une natte. Ça, c'est un bâtonneau stricto sensu, un bâtonneau autochtone, un bâtonneau roturier. Et une fois que cette partie est terminée, l'information est passée, les personnes indiquées qui doivent y être, y sont, les fossoyeurs sont invités, on va même à leur recherche pour leur donner l'information. Avant l'arrivée de ces fossoyeurs, personne n'a le droit de creuser une tombe ou de faire pratiquement, j'allais dire, quelque chose qui entre dans ce cadre-là. Donc on attend, et même la toilette rituelle se fait en leur présence très souvent. Et c'est ces fossoyeurs qui connaissent bien sûr le secret de la nature et des sépultures qui doivent creuser la tombe. En le faisant, c'est pratiquement une ambiance, et il faut le dire que les rois ne mouraient pas au jeune âge. Et les Batombous, stricto sensu également, ne mouraient pas au jeune âge. C'est bizarre. C'est des gens qui avaient la longévité. Mais il y a des cas rares qui interviennent, nous allons l'expliquer. Donc quand c'est un roi qui meurt à un certain âge, les fossoyeurs commencent le processus. Il y a à côté les joueurs de tam-tam qui sont invités. Donc on peut les appeler des griots, qui sont là et qui jouent une musique lugubre, une sonorité lugubre pour annoncer
la mort, pour annoncer le deuil. Donc l'enterrement se fait même avec cette sonorité-là, donc les tam-tam, et c'est avec des bouts de pilon qu'on utilise pour creuser la tombe. En réalité, il y a d'autres matériels qui suivent, mais les matériels qu'on exhibe et que tout le monde peut voir de façon générale, c'est des bouts de pilon bien taillés qui sont utilisés comme pioches pour pouvoir pratiquer la fosse, l'endroit où il faut le faire. Il faut aussi dire qu'il n'y avait pas un cimetière commun comme nous en connaissons aujourd'hui, mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas de cimetière royal. Il y en a, surtout dans les palais. Il y avait des cimetières royaux, donc dans les palais. Et l'endroit où le palais est installé, juste à côté, il y a un cimetière royal où il y a des cimetières qui ont été transférés à un moment donné, et vous verrez qu'il y a des corps, des dépouilles qui sont transférés d'un village à un autre pour rejoindre le cimetière, l'ancien cimetière ou le cimetière royal qui est installé depuis un certain moment. Donc la dépouille, juste à côté de cette dépouille mortelle, on y dépose un coquelet noir, un coquelet noir ou un coq noir, et juste à côté. Ça, c'est la partie rituelle qui continue, la partie rituelle. Et là, après avoir pratiqué la fosse, le corps du roi est inhumé. Et il faut aussi signaler au passage, dans l'ancien temps, et quand on interroge l'histoire, l'annonce de la mort du roi n'est pas faite avant son enterrement. C'est après l'enterrement que l'information parvient à toute la communauté, parvient au village. Sinon que ceux qui avaient l'information, c'est des personnes initiées d'un certain âge, d'une certaine classe, qui sont en groupe restreint, et des fossoyeurs. Donc c'est après l'enterrement que l'information est rendue publique, par le passé. Mais de nos jours, c'est autre chose, autre temps, autre mœurs. C'est ça le problème et la difficulté, la force des médias, la puissance des médias. Donc voilà, après l'enterrement, on observe le deuil. Et comment ça se fait? Il n'y a que pour un roi, qui sont très souvent ou toujours d'âge adulte, il y a 12 jours de deuil à observer dans un rituel assez particulier. Quand c'est un roi dans, j'allais dire, son salon d'accueil ou à l'entrée de son palais, on met un dispositif en place qui est fait de lampions traditionnels qu'on allume. Donc c'est la flamme qui indique que le roi s'est endormi, qui indique que le roi a rejoint les ancêtres. Donc il y a cette lampe traditionnelle ou un lampion traditionnel qu'on met juste à côté, à l'entrée du palais, pour montrer que le palais s'est assombri. Donc le deuil qui est observé là, on l'observe avec ce dispositif rituel. Il y a également des ritualistes particuliers qu'on invite, avec en tête une prêtresse. Et ce rythme que nous jouons, qu'on joue, ce rythme qu'on joue, cette sonorité, on appelle ça en bâtonnou Sirinou. Sirinou, c'est une sonorité lugubre, accompagnée donc d'instruments musicaux tels que les calebasses et les coris qui représentaient de l'argent, espèce de l'argent que nous dépensons aujourd'hui. Donc il y a des messages qui sont donnés pour qui est initié. Quand vous écoutez cette sonorité, c'est qu'il y a eu deuil. Le roi n'est plus, le bâtonneau n'est plus, il a rejoint les ancêtres. Donc tout ce temps, la famille royale s'occupe également de la restauration des fossoyeurs, et pas seulement restauration, pas seulement le manger, il y a aussi à boire. Et par le passé, nous parlait de la boisson de mil, que nous pouvons appeler différemment aujourd'hui. Et par la suite, il y a eu de l'alcool à un niveau donné, de l'alcool à un taux assez élevé, qu'on appelle de la boisson de fabrication artisanale, que nous retrouvons un peu partout. Je mettais par rapport au nom, je m'en prive. Donc les fossoyeurs sont donc servis et mangent à leur guise, parce que c'est considéré comme une fête, une réjouissance. Une personne d'un certain âge qui quitte le monde après toute cette expérience, et étant un chef, étant un roi, étant une tête couronnée, c'est pratiquement une joie. Un peu comme quand l'enfant naît,
on l'accueille en joie, mais également le bâtonneau reconnaît qu'à un certain âge, quand il quitte le monde, à un certain âge, quand le roi meurt, c'est également une fête. Il vient ou bien il s'en va comme il est venu. C'est comme une fête. Donc on observe 12 jours. Quand c'est un jeune bâtonneau, puisque nous parlons des rois, continuons-en, il faut avoir un certain âge avant d'accéder d'ailleurs au trône. Donc c'est déjà un âge très avancé, l'âge de la vieillesse. Donc 12 jours d'observance, de pratique où des gens passent pour présenter des condoléances. Les sages, les personnalités lointaines, les personnalités proches passent pour les différents rites de condoléances. Et après ces 12 jours, on observe le deuil pendant 3 mois. Pendant 3 mois, quand il s'agit d'un roi. 3 mois, les 3 mois, ce n'est pas 30 jours, 31 jours fois 3, mais c'est 3 lunes. Ça voudra dire quoi? On regarde seulement le croissant lunaire et le mouvement de la lune. Quand on a déjà la lune au dernier croissant, où la lune est pleine en ce moment, c'est considéré comme un mois déjà quand ce mois-là s'achève. Et le deuxième mois, le troisième mois. Donc 3 lunes d'observance du deuil. Et c'est après ça qu'on organise les funérailles qu'on appelle Gowaru en milieu bâtonneau. Aujourd'hui qui est devenu Anana. Et ça c'est une expression empruntée en réalité des Wasangari. C'est Gowaru qu'on pratiquait après les 3 mois. Mais avant les 3 mois, tout le dispositif qu'on faisait, c'est d'abord l'enterrement. Dans les rites sacrés, après l'enterrement, il y a le Gowobeka. Gowobeka pour dire quoi? Les premières, j'allais dire, activités ou bien la première observance du deuil. Gowobeka. Donc ça, c'est pendant que l'enterrement est terminé que ce rituel-là commence, c'est-à-dire une période pendant laquelle on continue de présenter les condoléances, on continue de s'informer davantage sur ce deuil et une période qui permet également aux membres de la famille, à l'aîné de la famille, au patriarche de la famille de convoquer des concertations pour arrêter une date, pour fixer une date à laquelle sera organisée les funérailles qu'on appelle Gokwiru. Donc après ces 3 mois d'observance, ces 3 lunes d'observance du deuil, on organise le Gokwiru, qu'aujourd'hui dans la communauté Wasangari on appelle Anana. Et là, c'est un peu comme une cérémonie d'enlèvement de deuil. Et pratiquement, le mort a définitivement rejoint les ancêtres. Ce n'est pas qu'on l'a oublié, mais son expérience s'arrête là, dans la vie. Et là, il y a des biens qui parviennent à ceux-là qui jouent cette sonorité qu'on appelle sirenu pour pleurer le deuil, pour compatir aux douleurs de la famille, de la communauté, etc. Et déjà, après ces 3 mois, juste après le funérailles, on entame un processus de renouvellement, un processus de désignation d'un nouveau roi, de désignation d'un nouveau chef. Le processus commence là. Il peut durer des jours, des semaines, des mois, voire des années. Parce qu'il y a des cas où des crises naissent, où ces crises-là ne permettent pas une succession rapide, donc des crises de succession. Donc voilà un peu comment ça se fait. Mais très souvent, une fois que le roi meurt, que le roi rejoint les ancêtres, le roi s'endort et que ces funérailles sont organisées, c'est qu'il y a déjà dans la communauté, dans la famille royale, un prétendant ou des prétendants qui s'annoncent. Et c'est eux qui d'ailleurs participent, contribuent à la réussite de ces funérailles. C'est un peu comme des critères qui vous donnent la chance ou l'opportunité de prétendre à être roi. Vous contribuez, vous participez à l'organisation des funérailles et d'autres critères surviennent quand le conseil royal ou bien le conseil de désignation va se réunir, tiendra compte de ce que vous aviez fait, de ce que vous aviez amené comme contribution pour la réussite de l'événement des funérailles. Donc voilà un peu comment ça se fait. Donc quand le roi décède, ce n'est pas toute la communauté, toute la famille qui est informée au même moment, non, c'est des personnes initiées d'abord qui sont approchées et qui très rapidement organisent l'inhumation. L'inhumation se fait par les fossoyeurs qu'on appelle les Gorsikobu en milieu bâtonneau. C'est eux qui viennent, ils interviennent très rapidement et c'est pourquoi même si c'est au crépuscule que le deuil le décès survient, avant l'aube, c'est que tout est terminé pratiquement pour que les gens aient l'information. Donc voilà un peu.
ceux qui sont dans la collectivité, dans la famille ou dans les entourages, les parages, dans l'entourage, dans les parages, vont constater des mouvements quand même et peuvent déjà commencer par chuchoter et pas présumer de ce qu'il y a eu deuil, mais on ne l'annonce pas officiellement, on ne l'annonce pas publiquement. Il y a un adage qui dit en bâtonneau d'ailleurs, oui, sunongo, nous, oui, sunongo, qui veut dire quoi? Celui qui a appris le décès du roi, c'est lui qui a achevé le roi. Ou c'est lui qui a tué le roi, pour dire qu'on ne prononce pas le décès d'un roi. Donc, il y a une manière de le faire, il y a un rite pour le faire, et ce n'est pas le premier qui a l'information qui le dit au public. Mais c'est des personnes initiées, c'est à un moment donné qu'on annonce le décès du roi. Voilà un peu comment ça se passe. Quel est le nom du porte-parole du gouvernement? Comment il s'appelle? Lucifié. Il s'appelle Lucifié. Lucifié. Wilfrid ou bien quoi? Pourquoi vous doutez? Il s'appelle Wilfrid Lucifié. Lucifié là, vous avez trouvé ça où? C'est quoi ce nom que vous êtes en train de lui attribuer? Wilfrid quoi? Il y a quelqu'un qui s'appelle Lucifié. Hein? Il s'appelle Wilfrid Léandre Ongbeji. Sinon, il va se fâcher si jamais il entend ça. Conjugue-moi le verbe parcourir au futur simple de l'indicatif. Je parcourrai. Tu parcourras. Il parcourrit. Nous parcourrons. Vous parcourrez. Ils parcourront. Conjugue-moi le verbe pouvoir au futur simple de l'indicatif. Au futur simple. Pouvoir. Verbe pouvoir. Futur simple de l'indicatif. Futur simple. Pouvoir. Je pouvais. Je pouvais. Tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il ou elle pouviez. Combien de mois il y a dans une année? Il y a 12. Et combien de semaines il y a dans un mois? 50, 52. Le Bénin compte combien de départements? 12 départements. Et combien de communes? Sont 12. Le panel de discussion pour finir cette émission de ce samedi 15 novembre 2025. Le sujet aujourd'hui, le phénomène des busy girls à Parakou et au Bénin en général. Quelles conséquences sur nos sociétés et à qui imputer les responsabilités? Si vous ne le savez pas, les busy girls, ce sont ces filles-là qui font le commerce du sexe derrière le téléphone, qui ont leurs tarifs et qui se livrent à cette activité et facilement, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on s'interroge sur cette activité qui n'honore pas parents, qui n'honore pas amis, qui n'honore pas les compagnons. Alors, j'ai en face de moi deux grands, un journaliste et un éveilleur de conscience, Adam Bachirou. Dites-nous déjà, qu'est-ce que vous pensez du phénomène, Adam Bachirou? Je vous remercie infiniment. Je vois que ce phénomène, c'est quand même triste. C'est triste parce que la femme, pour moi, il faut la valoriser. Il faut l'aimer. Il faut la choisir et l'aimer naturellement. Mais que certaines filles pensent qu'elles doivent aller sur le terrain de la dépravation. Moi, j'appelle ça de la dépravation des mœurs pour avoir de l'argent. Je dis non. Non et non. Et pour moi, je dis que vraiment, quand je constate la chose, c'est un sentiment de grande douleur. Parce que je suis parent, j'ai des enfants, j'imagine les parents de ces filles qui se vendent en ligne pour le minimum, pas pour le maximum, le minimum, tout juste le minimum, on se vend
Qu'est-ce qu'on est devenu demain? Dieu seul sait. Mais vraiment, c'est triste. Très triste. Vraiment, c'est triste. Et Elvi Kongwetao, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène de busy girl? Comme Adam Bachirou, je partage le même avis. C'est que c'est une triste réalité aujourd'hui de voir nos jeunes sœurs, de voir des femmes se livrer à cette pratique comme si de rien n'était. Mais on préfère se taire. On se tait parce qu'aujourd'hui, si tu parles de cela, aujourd'hui, si tu dis le busy girl est une mauvaise chose, on te jette des pieds, on crie sur toi. Elles défendent ça comme si c'était une bonne chose. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont normalisé le busy girl à tel point que tu préfères. Elles ont normalisé l'activité du sexe à tel point que tu te tais, tu te dis que c'est pas toi, tu vas être le juge dans ce cas. Parce que lorsque tu te mets en juge, lorsque tu te mets en défenseur des valeurs de la femme, on te jette des pieds, on crie sur toi, on t'insulte et tu préfères garder ton calme. Quand même nous savons que c'est une mauvaise chose. Voilà, quand même nous savons que c'est une mauvaise chose. Si nous nous accordons que c'est une mauvaise chose, alors dites-nous comment en arrive-t-on quand même à devenir busy girl? À qui la faute finalement? Bon, je crois que, oui, j'insiste là-dessus, je persiste. La femme, il faut l'aimer. Et la femme ne doit pas aller sur ce terrain-là. Parce que c'est le terrain de la facilité. Vendre son sexe pour avoir de l'argent. Le sexe, c'est sacré. C'est pas pour rien la communauté internationale a décrété la journée du 8 mars comme journée dédiée à la femme. Parce que la femme, c'est quelque chose de sacré pour moi. Nos mamans, nos soeurs, nos filles, femmes, il faut vraiment les valoriser. On en arrive là parce qu'on veut aller sur le terrain de la facilité en vendant son corps pour avoir de l'argent. Je dis, mais en ce moment, parce que nous allons, j'imagine ces femmes-là, à un moment donné de la vie, elles auront besoin forcément d'être sous le toit de quelqu'un. Imaginez ceux-là qui ont eu à cautionner, à visiter ces filles-là, pourront-ils vraiment avoir ces femmes-là dans leur maison, dans leur chambre? Je dis non. Et la responsabilité incombe à tous bien sûr, autant à ces jeunes filles responsables que à nous, autres hommes, parce que c'est nous-mêmes les hommes qui allons vers ces filles. Si les hommes, des papas, des gens, certains sont papas, peuvent être grands-papas même de ces enfants, mais n'hésitent pas à aller sur ce terrain-là. Mais imaginez, est-ce qu'ils pensent souvent qu'ils se posent la question, si c'était ma fille, quel serait mon sentiment? Mais ça ne leur dit rien. Parce qu'ils veulent vraiment partager un petit moment de plaisir. Ils sont prêts à faire du n'importe quoi, à faire des dépenses astronomiques, à les payer des trucs vraiment incroyables à ces filles pour profiter de leur corps, en sachant bien que vraiment c'est mauvais. Et je salue déjà la police républicaine qui a fait un travail méticuleux pour quand même décourager la chose. On arrête un peu partout de gauche à droite parce que c'est quelque chose d'assez répréhensible et dangereux. Et il y a quelques jours seulement, j'ai appris qu'il y a eu un cas d'une fille, du jeune qui a été découverte morte dans sa chambre au niveau du pays. Oui. Mais c'est dramatique. J'imagine ses parents, ce que ses parents doivent ressentir et surtout, quand nous savons que, moi je de le dire, osons le dire, nous sommes sur une antenne de télévision, que même dans le haut lieu du savoir, nos sœurs de l'université, étudiantes, ça donne à ça, à ce jeu, à cette bêtise, au lieu de s'occuper de leurs études pour devenir, pourquoi pas, une première dame ou bien une vice-présidente demain, on va plutôt sur le terrain de la facilité pour avoir de l'argent. Voilà, ça coûte cher toujours. Voilà, on va plutôt sur le terrain de la facilité. Vous pensez que c'est de la facilité? Avec Kongwetao, est-ce que vous ne pensez pas que parfois ces filles-là n'ont pas le choix? Là, c'est vrai que des fois, on trouve des filles qui n'ont pas vraiment le choix. Mais tout ce temps que nous sommes, moi, je vais les donner toujours le choix. Parce que tant que tu es né, tant que tu as tes facultés en place, tant que tu n'es pas handicapé, excusez-moi le terme, tant que tu as tes deux mains, tes deux pieds, je pense qu'on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours s'essayer dans quelque chose autre que le travail du sexe. C'est pas qu'elles n'ont pas le choix, c'est qu'elles veulent juste la facilité. Elles veulent juste aller là où il n'y a pas trop de difficultés, là où elles ne vont pas être trop réfléchir. Et c'est que là-bas, c'est facile, avec quelques minutes de plaisir, avec un homme, elles vont trouver ce qu'elles veulent. Donc là, c'est là le vrai problème. C'est là les difficultés. Elles s'exposent, sachant pas que demain, il y a des conséquences. Elles ne savent pas que d'une manière ou d'une autre, elles sont en train de détruire leur santé d'abord et elles sont de détruire leur dignité, la dignité de ceux qui les entourent.
elles ont toujours le choix, ces filles qui se livrent à cette activité. C'est pas qu'elles n'ont pas le choix. Et parlant de responsabilité, moi je pense que d'abord ça part des parents qui ne prennent pas vraiment à cœur l'éducation de leurs enfants. Oui. Les parents qui laissent leurs enfants aller à du n'importe quoi. C'est des petits, lorsque l'enfant fait certaines choses, on lui dit non, on ne fait pas ça, on ne fait pas telle chose. Et tu prends l'éducation de ton enfant à cœur. Et il y a ces filles aussi qui suivent des amis, il y a la mauvaise compagnie. Et ça, c'est ça qui détruit la jeunesse. On ne doit pas forcément faire tout ce que les autres sont en train de faire autour de nous. Tu dois choisir ta voie, tu dois prendre ta voie pour pouvoir évoluer. Et comme Adam Bachir l'a dit, il y a aussi les hommes. Si les hommes ne se mettaient pas cela dans la tête, les filles ne vont pas aller vers ce côté aussi. C'est nous les hommes, nous devons nous responsabiliser. Nous devons connaître nos limites. Nous devons savoir qu'il y a telle chose qu'on ne fait pas. On doit se mettre en tête, et si c'était ma soeur, si c'était ma fille, si c'était par exemple ma mère, est-ce que j'allais voir ma mère ou mes parents comme je suis en train de voir cette fille? Donc, en tant qu'hommes, nous aussi, nous devons nous responsabiliser. Nous devons prendre conscience et savoir que tout ce que nous faisons, peut-être nous allons nous dire que c'est juste quelques moments de plaisir, mais ça a des répercussions sur nous-mêmes, notre santé, sur nous-mêmes, notre environnement. Notre environnement. Et parlons de répercussions et donc de conséquences. Dites-nous quelles conséquences directes ce phénomène peut avoir sur nos sociétés. Adam Bachir. Mais la répercussion est visible et palpable. C'est que ces filles perdent de leur valeur. Elles ne représentent plus rien. On les traite comme des objets, tout simplement. Des objets, tout simplement. Et parce qu'un objet, on l'utilise et qu'on en a marre, on jette ça. Et je crois que si la femme doit se faire traiter de cette manière, c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Et j'insiste là-dessus, je persiste avant ici, que nous les hommes, nous sommes en grande majorité responsables de cette bêtise qui continue. C'est vrai que les femmes, entre lesbiennes, peuvent le faire, entre elles. Mais la plus grande partie, c'est nous les hommes. Je vous dis souvent, il m'arrive que je prends ma moto, de sortir dans la ville, et je vois des pères de famille dans des grosses caisses qui attendent. Et quand la fille arrive, ils ouvrent la portière, la fille rentre, et ils s'en vont satisfaire la fille. Quelques instants après, on va descendre la fille peut-être à 50-100 mètres de sa maison, et elle rentre à la maison, ni vue, ni connue. Les parents ne savent pas. Ils ne sentent qu'ils sont à la recherche de petits gains qu'ils vont manger à la maison. Ils ne savent pas que leur enfant est en train de... Leur fille chérie est en train de vendre son corps pour avoir de l'argent. Jusqu'au jour où les conséquences arrivent. Elle peut tomber malade. Les conséquences, c'est ça d'abord. Voilà, la fleur vaginale de la femme est sacrée. On doit l'entretenir. Mais quand la femme perd ça, à un moment donné, c'est comme si on jette, monsieur le terme, une cuisette dans un puits. Elle perd complètement sa valeur. Donc, il va falloir que nos sœurs comprennent qu'elles ont quelque chose d'important. Elles ont de la valeur. Et je crois qu'il y a tout à faire pour gagner de l'argent dans ce bas monde-là. Il suffit seulement d'avoir de la volonté, de continuer dans la dynamique et d'être courageuse. Et en ce moment, je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, les projets ne manquent pas avec le gouvernement Patrice Talon, avec le projet Azoli. Moi, je connais des jeunes dames qui sont dans le projet SGDS, très belles, mais vous les voyez dans la tenue, en train de parler sur la voie. Mais elles ont choisi la voie de la dignité que d'aller sur la voie de la facilité pour avoir de l'argent. Et je m'appelle une fois de plus, je dis que ce chemin-là, moi, je condamnerai ça. Je vais toujours condamner ça parce que vraiment, ceux qui encouragent, celles qui le font, vraiment, auront, disons, comment dire, un compte à rendre à Dieu, le miséricordieux, parce que vraiment, la femme ne mérite pas ça. Au contraire, je l'ai dit, la femme mérite d'être aimée, d'être adorée, d'être vraiment choyée, et vraiment, qu'elle soit sur le toit d'un homme, qu'on la respecte, et quand on soit avec elle, imaginez que vous vous mariez avec une fille pareille, et que vous sortez, quelque part, sans le savoir, les gens sont en train de vous doiter, aller aux imbéciles. Vous voyez la femme qui l'a mariée, c'est qui m'a déjà fini avec. Vous imaginez. Alors que c'est nous-mêmes les hommes qui mettons ces filles sur ce chemin de manque de respectabilité et qui fait qu'elles perdent de leur valeur. C'est malheureux. C'est malheureux. Une fois de plus, je demande pardon de savoir que chaque être humain a un travail, a un destin que Dieu lui a prescrit. Qu'elle soit courageuse et qu'elle aille sur le terrain du travail,
que d'aller sur le terrain de la facilité. De la facilité. Merci Adam Bachirou pour ces mots. Avec vous, à votre niveau, est-ce que vous ne pensez pas que quand même il y a des conséquences du point de vue sanitaire pour ces filles-là qui peut-être plus tard pourront avoir des problèmes à enfanter? Parce qu'elles utilisent tous les moyens pour entretenir leur activité, pour ne pas piquer des grossesses. Oui, même si on ne parle pas de côté procréation tout de suite, il y a de ces filles qui ne se protègent pas parce qu'elles disent chair contre chair. Elles disent ça, ou bien il y a des hommes qui disent que non, ils ne veulent pas se protéger. Et les femmes aussi, elles acceptent comme ça. Et là, elles s'exposent à toutes sortes de maladies sans le savoir. Elles vont attraper du n'importe quoi. Et là, après maintenant, c'est maintenant qu'elles vont reconnaître qu'il y a une famille. Elles vont venir se coucher quelque part par terre à côté de la famille en train de souffrir. Et c'est maintenant que vous allez voir les parents vont commencer par dépenser dans du n'importe quoi parce que auparavant la fille ne voulait pas être docile. Elle ne voulait pas écouter ses parents. Maintenant, elle chope du n'importe quoi. Elle revient à la maison, elle se couche par terre. En se mettant dans cela, elle s'expose à beaucoup de maladies. Et après, vous allez voir, elle va dire que peut-être elle a changé de vue plus tard. Elle va se marier avec quelqu'un et maintenant elle va dire problème de procréation. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant parce qu'elle a déjà couché avec beaucoup d'hommes. Excusez-moi, elle a déjà bousillé son appareil génital. Et là maintenant, il n'y a plus d'espoir pour elle. Donc je pense que dès maintenant, nos jeunes sœurs, nos grandes sœurs doivent reprendre conscience, doivent réellement savoir ce qu'elles veulent. On ne va pas dire qu'elles n'ont pas le choix, elles ont toutes le choix. On n'a pas dit que les dames qui vont au marché n'ont plus besoin de quelqu'un qui va les aider. Non, elles ont toujours besoin de quelqu'un. Elles peuvent vendre de l'eau, elles peuvent vendre quelque chose. Elles peuvent forcément trouver quelque chose à faire dans ce bas monde pour pouvoir s'en sortir. Laissez de côté la voie de la facilité. Elles ne doivent pas être pressées. Elles ne doivent pas du tout. On a le temps devant nous et elles ont toujours le choix. Elles peuvent toujours faire quelque chose autre que la voie de la facilité, autre que le busy-girl. Je pense qu'elles ont toujours le choix. Donc nous devons appeler nos soeurs à reprendre conscience et savoir réellement ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent. Mais quand on parle du fait que le travail du sexe, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Au monde, et il y a forcément une certaine liberté, est-ce qu'il faut forcément décourager cela, les arrêter? Madame Bachirou. Bon, c'est le plus vieux métier du monde. Dit que avoir la prétention de vouloir arrêter cela, je dis que c'est quasiment impossible. Mais il va falloir que la bonne majorité puisse prendre conscience de ce qu'elles sont. Parce que j'imagine, on parlait tout à l'heure des conséquences. Ce n'est pas seulement le sexe. Vous imaginez que de nos informations, ces filles vont jusqu'à utiliser des produits sur les fesses pour avoir des fesses bien arrondies. Elles vont jusqu'à utiliser des produits sur le sein pour avoir de gros seins. Mais vous imaginez après les conséquences, le cancer du sein et autres de l'utérus. Vous imaginez, mais après qu'elle va commencer par récolter les conséquences de sa bêtise qu'elle aura sémée, malheureusement, elle va commencer par courir de charlatan en charlatan pour dire qu'elle veut un enfant, mais alors qu'elle a eu tout le temps d'avoir un enfant, mais qu'elle a acheté à tout moment. Puis, certaines de ces filles font le prix, soit avec le préservatif ou sans le préservatif. Oui. Alors que le préservatif quand même protège l'homme. Mais ces hommes qui le font doivent comprendre aussi que ces filles qui acceptent des rapports sans le préservatif, mais quand vous jouissez, osons le dire, nous sommes des grandes personnes. Quand vous jouissez, le sperme que vous laissez là, ça devient quoi? Vous imaginez? Aujourd'hui, vous voyez des morts subites dans la vie, vous vous supprenez, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais le sperme de l'homme peut être vraiment un danger potentiel pour sa vie. Ces filles-là, certains sont prêts à miser beaucoup d'argent pour avoir ce liquide précieux pour en faire ce qu'ils veulent. Donc il va falloir que autant les filles doivent prendre conscience, autant nous les hommes aussi, nous devons prendre conscience parce que vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon que dans les hôtels, on laisse les numéros. Ou quand les gens, les gros boss des autorités viennent souvent pour les grandes cérémonies, vous voyez qu'on vous demande carrément si vous avez besoin de la compagnie. À mot de rien, on vous envoie cette compagnie. Vous imaginez, on vend la femme, on vend le corps de la femme d'une manière aussi banale. Je dis, moi, Madame Bachirou, je dis que je n'accepterai jamais ça. Je n'accepterai jamais ça. Et j'en appelle avec un cœur vraiment meurtri à nos soeurs, à nos filles, de changer de métier. Et je t'appelle surtout à la police républicaine, à tous les corps de la défense de la République, à lutter contre le phénomène comme il le faut, parce que vraiment, trop, ça n'est trop. Et ce qui est dangereux, elles sont de plus en plus jeunes.
de plus en plus jeunes dans le métier, hein, que vraiment nous condamnons. Alors qu'avant, il fallait avoir un certain un âge donné avant d'aller sur le terrain. Et on contrôle régulièrement au niveau de la santé. Aujourd'hui, moi je dis, hein, sans même aller à l'hôpital, elle peut avoir un certificat médical signé en bonne et due forme pour dire qu'elle est en bonne santé, alors que c'est une femme qui est malade. Et vous allez tomber dedans un jour, et après c'est pour accuser la pauvre maman, le pauvre vieux de sorcellerie. Alors que c'est notre bêtise qui nous aura poussé à ça. Et de grâce, je vous en prie, la femme, vous êtes belle, naturellement. Vous êtes belle, laissez-vous comme ça. Je crois que l'homme qui doit vous aimer, vous aimera pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez à lui donner. Le plus simple, le sexe. Merci beaucoup Adam Bachirou. Je vois que le sujet vous tient beaucoup à cœur. Une dernière question pour la route. Elvik Mbetaou, vous, à votre niveau, est-ce que vous ne pensez pas qu'on porte atteinte à la liberté de ces filles-là lorsqu'on se met à leur trousse pour arrêter ce qui représente pour eux leur activité, leur source de revenus? Je pense que porter atteinte à leur liberté, c'est au moment où on va interdire une activité qui est légale. Je ne pense pas que c'est déjà légalisé. Si c'est légal, on peut dire que là, on porte atteinte à leurs activités. Si ça ne bafoue pas leur dignité, si ça ne salit pas leur nom, si ça ne détruit pas leur entourage, on pouvait dire qu'on porte atteinte à leur liberté. Mais là, on ne porte pas atteinte à leur liberté. On cherche au contraire leur bien. On veut faire du bien à ces jeunes filles en leur rappelant sur la bonne voie, en leur disant de faire le bon choix pour leur avenir, pour leur progéniture, pour leur postérité. Parce que là, comme Madame Bachirou l'a dit, trop, c'est du tout. Et là, on voudrait que ces filles reprennent conscience. Et pas plus tard qu'hier, je lisais sur les réseaux sociaux une fille qui publiait en anonyme. Elle disait qu'elle avait fait ce travail et aujourd'hui, maintenant, elle regrette parce qu'elle a chopé des maladies pas du tout possibles. Elle n'arrive plus à avoir d'enfants. Elle appelle ses jeunes sœurs, a dit que ce travail, c'est un travail assez sale. Ça salit la dignité de la femme. Et maintenant, là où elle est celle qui a plus de retour en arrière. Mais elle appelle ses jeunes sœurs qui sont tous dans ce domaine de revenir sur la bonne voie. Si elle avait fait une vidéo, elle avait montré son visage, je vous jure, on va l'insulter, on va la traiter de tous les noms. Mais elle est en train de donner l'exemple. Elle est en train d'appeler ses jeunes sœurs à faire le bon choix. Mais je vous le dis, ces filles, elles ne sont pas encore prêtes à revenir sur la bonne voie. Elles ne sont pas encore prêtes à accepter la vérité, à connaître ce qu'on veut réellement les inculquer. Mais le peu qu'il y a, celles qui peuvent nous écouter, mais ces hommes qui peuvent nous écouter, on les appelle à revenir sur la bonne voie, à mener ces jeunes filles sur la bonne voie pour éviter toutes conséquences après. Voilà, et surtout ceux-là qui veulent vous écouter, on les appelle à revenir sur la bonne voie. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais vous laisser à tout de rôle la parole pour regarder directement la caméra et lancer votre message fort à l'endroit de ces filles-là et surtout également à l'endroit des hommes qui encouragent le phénomène. Adam Bachirou. Bon, je crois que devant l'histoire, devant les hommes et devant les femmes, moi j'en appelle vraiment à nos sœurs, à nos filles. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard, parce que votre corps est sacré. La femme, on doit les aimer, les adorer. Et vraiment, elles sont toutes belles, quelle que soit leur carence, quel que soit leur handicap. Ce que vous faites ne vous arrange en rien. Au contraire. Et vous les hommes qui allez sur ce terrain de facilité, trouver les femmes faciles, je crois que vous jouez avec le feu. Parce que là, c'est souvent un terreau du terrorisme. Parce que là, le terrorisme, c'est là ils vont souvent pour se satisfaire parce qu'ils n'ont pas de femmes et autres. Et quand ces femmes se donnent à ça, qu'elles sachent que demain, elles peuvent mourir banalement à cause d'une information qui aura fuité pour incriminer peut-être un délicat qui est venu chez elle. Donc, de grâce, je vous demande, surtout à vous, hommes de presse, aidez-nous. Aidez-nous à la possibilité qu'elle doit aller fort, taper fort sur la table, parce que vraiment, trop ça n'est trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adam Bachirou. Vous, Elvik Mbetaou, votre mot de la fin? Je vais dire à mes jeunes soeurs, ou même à mes aînés, qu'elles doivent reprendre conscience, elles doivent réellement savoir ce qu'elles veulent pour pouvoir préserver leur dignité de femme, pour pouvoir préserver leur valeur en tant que femme, parce que la femme, comme Madame Bachirou l'a dit, elle a besoin d'amour. La femme aujourd'hui, elle occupe de plus en plus de rang dans notre société. Et lorsqu'on voit d'autres jeunes femmes ou d'autres jeunes filles se livrer à ça, je pense qu'elles salissent le nom de leurs aînés qui sont tenus sur la bonne voie. Et à nous hommes, je pense qu'on doit reprendre conscience. On doit savoir comment traiter ces jeunes filles, parce que nous devons nous mettre en tête que si c'était ma soeur ou ma mère,
quel visage je vais prendre pour regarder ces personnes. Donc tout ce temps que nous sommes, nous devons reprendre conscience et revenir sur la bonne voie. Voilà, reprendre conscience et revenir sur la bonne voie. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Vous l'avez très bien compris, le phénomène de Busy Girl est une mauvaise chose selon mes deux invités. Et ils invitent à tout rôle les femmes, également les hommes, à prendre conscience et à savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, nous les récolterons demain. Si tu fais le bien aujourd'hui, forcément, tu récoltes le bien demain. Et si tu fais le mal aujourd'hui, le mal t'attend forcément demain. Et quant à nous, nous avons bien fait de passer ce message avec vous. On va s'arrêter ici. Stop fin de notre émission de ce samedi 15 novembre 2025. Nansouba Week, c'est fini. On revient la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.